Anne-Simon et à Xianzi pour cette initiative et puis pour l'avoir menée à bien, pour l'avoir organisée avec une ténacité que je crois extrêmement forte, compte tenu de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Et puis merci au public aussi qui est là et qui est nombreux et qui est attentif. Et puis je suis très heureux d'avoir à modérer comme ça ce début de séance avec un plateau qui est international et même un peu transgénérationnel aussi, puisqu'on couvre quasiment l'ensemble de la planète, le soleil ne se couche pas sur ce plateau. Et puis parce qu'aussi on a donc prendre la parole en premier, donc Émilie Mills, qui est donc professeure à l'Université de Paris-Nanterre, qui a participé à l'une des éditions prestigieuses des années 80-90 en publiant Sodome et Gomorrhe dans la collection GF, qui a aussi publié de très nombreux articles, qui a publié des études proustiennes, et notamment Proust's Cup of Tea, qui est un travail où se pose cette question du genre, gender peut-être déjà, et surtout elle vient de publier avec une autre grande proustienne qui est Eliane de Zonde-Jones, Illustrer Proust, donc L'art du repain, qui est un ouvrage qui est sorti aux presses universitaires de la Sorbonne, et donc je lui laisse la parole pour cette communication qui s'intitule Le dessous des images où les genres se confondent. Merci beaucoup. Est-ce que le micro marche? Oui. Je pense pas. Non, alors j'appuie dessus. C'est vous qui savez au fond. Est-ce que vous entendez Émilie? Est-ce que vous m'entendez au fond? Mieux. Je parle plus près? Est-ce que c'est... Oui, plus près? Plus près, comme ça? Pardon. Voilà. Comme ça, c'est bon? Oui. Bon, merci beaucoup. Merci à Anne et Anne-Clé pour l'invitation à cette journée d'études et merci Jean-Marc pour cette présentation. Je suis très heureuse de venir et de revenir à Sodome et Gomorrhe, qui, comme vous le savez, s'ouvre dans la cour de l'hôtel des Guermantes, où prolifèrent les fleurs hermaphrodites, comme dans une sorte de nouveau jardin d'Éden. Il sert d'arrière-plan à la première apparition de la race des hommes-femmes, une nouvelle espèce à trait d'union. Le narrateur de Proust assiste à la naissance de ce nouveau genre hybride, descendant, dit-il, d'une cité orientale dont je n'avais pas encore deviné le nom. Il cherche à faire sens de la scène, ayant l'impression de se trouver devant ce qu'il appelle une phrase décomposée en lettres disposées au hasard, dont il essaie de rétablir l'ordre. Puisque les lettres étaient tracées en une encre jusque-là invisible, il n'a pas pu déchiffrer le mot cher aux anciens grecs qu'il compose, pédérastie, qui d'ailleurs n'est pas explicité dans le texte. La découverte de la race des hommes-femmes est, pour le narrateur, une révolution visuelle qui lui décise les yeux. Pardon, j'ai mal prononcé. Il essaie de mettre en mots ce qu'il voit, contraint de se servir du langage existant. C'est donc par commodité du langage qu'il utilise le terme vice, et que Charlus suit la règle en parlant au féminin d'une curieuse petite personne dont la silhouette l'aurait attiré. Dans mon étude de ce que j'appelle l'anglosexualité, merci Jean-Marc d'y avoir fait allusion, j'ai essayé de montrer comment Proust fait appel à la culture et à la langue anglaise pour représenter les personnes d'une certaine insexualité. Aujourd'hui, je voudrais illustrer comment il se sert des arts visuels plus généralement pour brosser le portrait de ces hommes-femmes d'un genre qu'on pourrait appeler non pas mauvais, mais médian. Dans un premier temps, Proust s'est amusé à faire des croquis, comme s'il était plus aisé de représenter ces hommes-femmes en images plutôt qu'à l'aide des mots. Je prends cet exemple parce qu'il n'est pas très connu, appartenant à une collection privée, enfin la bibliothèque du Dr Speck. Il s'agit d'un dessin qui accompagnait une lettre de Proust à Reynaldo Hahn. À prime abord, on dirait le visage allongé d'une femme, à la chevelure abondante, coiffée d'un chapeau, ornée autour du cou d'un collier,
aux yeux baissés avec modestie. Mais à le regarder d'un autre œil, on y discerne un phallus entouré en haut de poils pubiens. Donc, d'un trait, l'image dessine une figure à la fois complexe et indéfinissable. Et c'est en image que Proust va essayer de représenter les hommes-femmes dans la recherche, en faisant allusion à des œuvres d'art existantes et en créant d'autres qu'il attribue à son peintre fictif Elstir. Il laisse Bergotte faire appel aux arts visuels lorsqu'il pense au vice de M. de Charlus, qui pour lui n'était pas une question de moralité, mais de couleur. Il l'associe aussi bien à des souvenirs de la philosophie platonicienne qu'au tableau du peintre au surnom explicitement homo-érotique, Sodoma. Proust avait sans doute le Saint-Sébastien de Sodoma illustre la beauté du corps masculin à l'instar des artistes qui font de ce saint l'incarnation du martyr homosexuel. Proust fait de son peintre Elstir celui de l'ambiguïté sexuelle, inspiré en partie par les tableaux de Gustave Moreau. Dans un article de 1907, il se réfère au tableau de ce dernier, notamment celui que vous voyez, qui représente un poète aux longs cheveux et au visage efféminé, dont on se demande, à le bien regarder, si ce poète n'est pas une femme. Il attribue la même incertitude aux œuvres d'Elstir, qui, lui aussi, a pu nous laisser hésitantes sur le sexe du poète. C'est le cas de l'une des aquarelles contemplées par le narrateur chez les Guermantes, qui représente et reprend les éléments du tableau de Moreau. Je cite, « Quelquefois un poète, d'une race ayant aussi une individualité particulière pour un zoologiste, caractérisé par une certaine insexualité, se promenait avec une muse, comme dans la nature, des créatures d'espèces différentes, mes amis, et qui vont de compagnie. Dans une de ces aquarelles, on voyait un poète épuisé d'une longue course en montagne, qu'un centaure qu'il a rencontré, touché de sa fatigue, prend sur son dos et ramène. Alors cette même insexualité, cette même incertitude du genre, se retrouve dans le tableau célèbre d'Elstir, Miss Sacripant, avec ce titre Miss, qui ajoute bien sûr une touche d'homosexualité au portrait. Le mot sacripant veut dire un mauvais sujet, un chenapan, un vaurien, donc un homme de mauvais genre. Daniel Gassillier-Laster émet l'hypothèse que Proust s'est inspiré de l'opéra comique Sacripant, composé par Jules Duprateau sur un livre de Philippe Gilles. Ce serait l'inspiration derrière le portrait. Cette hypothèse convainc d'autant plus que le héros de la pièce, surnommé Sacripant, se déguise en femme dans les deux dernières scènes. Ce rôle d'homme avait été interprété par l'actrice Madame Gauby-Fontanelle lors de la première à Paris, un double travestissement qui a rendu encore plus complexe l'ambiguïté sexuelle du personnage. Et je vous ai donné la page du livret où Sacripant est déguisé en femme. Alors, nous savons que Elstir apprend au narrateur qu'Odette était le modèle de M. Sacripant, représenté dans le costume qu'elle portait pour une stupide petite opérette, comme Sacripant, dans le portrait que Proust décrit ainsi. C'était cette aquarelle le portrait d'une jeune femme pas jolie, mais d'un type curieux, que coiffait un serre-tête assez semblable à un chapeau melon bordé d'un ruban de soie cerise. Une de ses mains gantées de mitaine tenait une cigarette allumée, tandis que l'autre élevait à la hauteur du genou une sorte de grand chapeau de jardin, simple écran de paille contre le soleil. Alors, ce portrait d'Odette en demi-travestie
jouant dans une comédie légère, participe à la culture du mauvais genre dans le sens de culture populaire. Dans Proust et les arts, Thierry Laget identifie comme l'une des sources possibles l'ouvrage rédigé par Robert Dreyfus et publié en 1909, La petite histoire de la revue de fin d'année. Proust félicite son ami de cette publication en avouant « Je ne te cacherai pas que toutes ces femmes, celles en pantalon et celles en jupe, me troublent extrêmement. » Alors, vous envoyez des exemples des petites actrices dans les positions donc, et les tenues qui troublent Proust. Parmi les photographies, on trouve celle-ci et nous pouvons noter la ressemblance entre Mademoiselle Céleste à gauche et Miss Sacripant. Elle fume, elle porte un chapeau melon bordé d'un ruban de soie cerise et aux mains des mitaines. Voyant que Mademoiselle Villemin à droite tient un chapeau de jardin de paille à la hauteur du genou, Thierry Laget conclut que si on superpose ces deux portraits, on obtient exactement celui de Miss Sacripant. Ajoutant, pour étayer sa conclusion, que Proust écrit à Dreyfus « Il me semble que tu ne dis pas que Céleste Mogador fut Céleste de Chabrillon, qui était justement une reine du demi-monde et l'une des modèles de Odette de Crécy, comme le montre Jean Itaguet dans sa biographie. » Alors, ces images ont certainement été l'une des sources de Miss Sacripant, mais non pas la seule, car, à mon avis, elles ne prennent pas en compte du tout le genre qui se confondent dans le portrait d'Odette, la fugitive. Je continue la description qu'en fait Proust. On sentait qu'elle se tire, insoucieux de ce que pouvait représenter d'immoral ce travesti d'une jeune actrice, s'était au contraire attaché à ces traits d'ambiguïté comme un élément esthétique qui valait mieux d'être mis en relief et qu'il avait tout fait pour souligner. Le long des lignes du visage, le sexe avait l'air d'être sur le point d'avouer qu'il était celui d'une fille un peu garçonnière, s'évanouissait et plus loin se retrouvait, suggérant plutôt l'idée d'un jeune et féminin vicieux et songeur, puis fuyait encore, resté insaisissable. Alors, d'autres critiques proustiens, après Thierry Laget et Daniel Lasserre, ont multiplié les propositions possibles de sources de modèles pour Miss Sacripant, notamment Yoshikawa, qui voit entre autres une petite toile de Whistler, et le critique littéraire Eddie Zollinger, pour qui le tableau d'Elstir s'inspire de l'Endymion de Girodet, que vous voyez à droite, et j'y reviendrai. Certes, il s'agit de deux tableaux empreints d'ambiguïté sexuelle, avec un genre indéfinissable. Mais pour ma part, je pense qu'ils sont plutôt l'inspiration derrière certains passages de l'essai Quai Sodome et Gomorrhe 1. Le tableau de Whistler représente Lady Archibald Campbell en travesti, incarnant le rôle d'Orlando dans Comme Littéra de Shakespeare. Il est peu probable que Proust ait vu ce tableau. Il appartenait à une collection particulière et il n'était pas exposé à l'exposition Whistler que Proust a vue en 1905. En revanche, il connaissait ceux du peintre pré-raphaélite Walter Devereux, qui représente Elizabeth Siddal dans le rôle de Viola, personnage féminin qui se déguise en jeune homme dans La Nuit des Rois. Devereux représente la jeune fille travestie en page dans la toile en couleur. On la voit à gauche, aux côtés du duc Orsino, dont elle est prise. Le peintre a également fait un dessin, vous voyez à gauche, de cette même actrice dans le même rôle, servant de messager du duc auprès d'Olivia, dont lui était épris. Celle-ci, se mettant sur son identité, voyant dans le messager un bel homme
et non une jeune femme en travesti. Alors Proust mentionne ces deux œuvres dans son article sur Elizabeth Siddal, publié en 1903, et les avait sans doute à l'esprit lorsqu'il a écrit ces lignes de Sodome et Gomorrhe 1. Le jeune homme que nous venons d'essayer de peindre était si évidemment une femme que les femmes qui le regardaient avec désir étaient vouées, à moins d'un mot particulier, au même désappointement que celles qui, dans les comédies de Shakespeare, sont déçues par une jeune fille déguisée qui se fait passer pour un adolescent. La tromperie est égale. L'inverti même le sait, il devine la désillusion que, le travestissement ôté, la femme éprouvera, et sans combien cette erreur sur le sexe est une source de fantaisiste poésie. Quant à l'Endymion de Girodet, Proust a pu voir ce tableau au Louvre. Au premier regard, il représente un beau corps sculptural aux longues boucles de cheveux dans une pose lascive. Ce n'est que dans un second temps que notre regard découvre le sexe masculin dans l'ombre. Dans la mythologie grecque, Endymion était un jeune et beau berger dont Sélénée, personnifiant la lune, était amoureuse. Zeus le plonge dans un sommeil profond, comme on le voit ici, sous le regard d'Eros qui écarte les branches pour laisser pénétrer le rayon de la lune, venu effleurer la bouche du bien-aimé. À propos du tableau, Girodet précise qu'il fut peint à Rome en 1790 lorsqu'il était à la Villa Borghese. Et il a dit qu'il avait même copié l'Endymion antique, endormi. Or, il n'y avait pas d'Endymion à la Villa Borghese à ce moment-là, mais Girodet a pu copier d'autres statues antiques, notamment l'hermaphrodite endormi, qui appartenait à la Villa Borghese à l'époque. Peu après le séjour de Girodet, Napoléon l'achète et il fait depuis partie de la collection du Louvre. Et c'est au Louvre que Proust a pu voir cette statue qui, contemplée du dos, représente le corps d'une femme à longue chevelure, endormie, alors que de face, on distingue aussi bien le sexe le sexe masculin que des seins féminins. Alors, je me demande et je pense qu'il avait à l'esprit le tableau de Girodet et aussi cette statue antique de l'hermaphrodite endormi lorsqu'il rédigea ce portrait des hommes-femmes dans Sodome et Gomorrhe 1. Quelques-uns, si on les surprend le matin encore couchés, montrent une admirable tête de femme, tant l'expression est générale et symbolise tous les sexes. Les cheveux eux-mêmes l'affirment. Leur inflexion est si féminine, déroulée. Ils tombent si naturellement en tresse sur la joue qu'on s'émerveille que la jeune femme, la jeune fille Galatée, qui s'éveille à peine dans l'inconscient de ce corps d'homme où elle était enfermée, ait pu profiter des moindres issues de sa prison, trouver ce qui était nécessaire à sa vie. Sans doute le jeune homme qui a cette tête délicieuse ne dit pas « je suis une femme ». Alors, comme Proust nomme Galatée, il est tentant de voir sur ces lignes le tableau éponyme de Gustave Moreau, comme le fait Antoine Compagnon et je pense moi-même dans l'annotation de ce passage. Ce tableau montre Galatée sous le regard concupiscent du cyclope Polyphème, mais le tableau ne correspond pas du tout au portrait en prose de Proust. Si les cheveux tombent en tresse sur la joue de la très féminine Galatée, elle n'est ni endormie, ni en train de se réveiller dans un corps d'homme. L'évocation de la personne d'un genre hybride au réveil correspond, à mon sens, plus étroitement à l'Endymion de Girodet. On sait d'ailleurs que plus loin dans Sodome et Gomorrhe, Proust nomme ce personnage mythologique en décrivant l'un des chasseurs de l'hôtel de Balbec comme un beau comme Endymion, les traits incroyablement parfaits. C'est donc un tableau qu'il connaissait. Qui plus est, le tableau de Girodet serait lié pour Proust au souvenir de la lecture de Sarrasine de Balzac,
qu'il cite également dans Sodome et Gomorrhe. Et c'est grâce à cette association que Eddie Zollinger a vu un rapport avec Misacripan, car de même que le portrait peint par Elstir, la nouvelle de Balzac relie peinture, théâtre, musique et travestissement. Le sculpteur Sarrazin est fasciné par le personnage de Zambinella, un castrat, au dieu de Proust, une créature sans nom dans le langage humain. À en juger par une note de Proust dans l'un de ses cahiers, c'est la surimpression temporelle de cette nouvelle qui l'intéressait. Il a noté, bien montré pour Balzac, l'interpolation des temps, comme un terrain où les laves d'époques différentes sont mêlées. Dans le cas de Sarrazin, les laves d'époques différentes feraient référence au portrait de Zambinella à différents âges. On le voit dans la nouvelle de Balzac centenaire, rencontré dans le récit cadre. On le voit aussi à l'âge de 20 ans, sous les traits d'Adonis étendus sur une peau d'animal. Et ce tableau a servi dans la fiction de Balzac au modèle de l'Endymion de Girodet. Il invente évidemment. Les différentes images de ce personnage d'un genre composite se superposent les unes sur les autres. Celle du jeune castrat se superpose à celle de la cantatrice travestie qui deviendra des années plus tard un vieillard. Donc, à l'interpolation des temps s'ajoute l'interpolation des genres, terme évoquant le mauvais genre, car c'est un terme qui s'utilise pour désigner quelque chose, j'ai consulté le dictionnaire, j'ai appris, consulter quelque chose qui a été altéré ou falsifié comme un texte, une formule mathématique, et dans lesquelles on a intercalé des valeurs ou des termes intermédiaires, et donc on le falsifie, ça devient mauvais. Proust fera appel à la nouvelle de Balzac au cours d'une discussion sur la représentation de l'homosexualité dans la comédie humaine. Charlus fait écho à Taine, Hippolyte Taine, pour qui Balzac est un médecin qui fait le diagnostic de ce qu'il appelle les passions contre nature de l'homme. Charlus reprend la phrase contre nature peut s'appliquer à la race des hommes-femmes de Sodome et Gomorrhe, et on pourrait donc les désigner comme hors genre. Hors nature, hors genre. C'est ce terme hors genre que Jean-Luc Nancy utilise dans un chapitre de Ces corps qui comptent encore, un ouvrage qui a été publié en anglais, et qui poursuit évidemment les études sur le genre de Judith Butler. À mon sens, le fait que les mêmes tableaux qui s'inscrivent en filigrane sous les phrases de Sodome et Gomorrhe 1 et sous l'exphrasis de Misacripan, le fait que ce soit les mêmes renforce le lien entre le soi-disant mauvais genre gomorrhien et l'homosexualité masculine hors nature dont parle Charlus. Les côtés de Sodome et de Gomorrhe se recoupent ainsi dans le hors-genre. Alors revenons au croquis de Proust que j'avais montré au début, et que je n'avais pas commenté, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que ce croquis m'intrigue. On y distingue à peu près peut-être un couple composé de plusieurs visages d'une sexualité incertaine. En haut à droite, peut-être un visage féminin, mais on hésiterait à l'affirmer. Sur ces visages sont imprimées des lettres, comme celles disposées au hasard que le narrateur n'a pas pu déchiffrer au début de Sodome et Gomorrhe. Les plus nombreuses sont les H et les G. S'agit-il des initiales d'un ou d'une amie de Proust? Serait-ce Henri Greffus, le caricaturé avec un monocle? Ou appartiennent-elles au langage codé de la correspondance de Reynaldo Hahn, AG, je parlais des différentes générations, est-ce qu'on est dans le AG, là, je ne sais pas, ou c'est R, on voit les R,
désigne-t-il les ratus du dos de la photographie? Voilà, je me pose des questions. Mais on voit quand même que Proust écrase les deux lettres, H et G, pour en faire un symbole. Et il les joint avec une barre qui sert un peu de trait d'union. Donc cette lettre de 2 en 1 serait-ce comme les pronoms neutres d'une écriture inclusive, un IL avant la lettre, pour ainsi dire, un néologisme d'IL et de L. Ce croquis, donc, je vous ai dit, m'intrigue, et je me demande, et vous m'aiderez à me recaler si vous voulez, si je surinterprète en voyant cette HG comme une espèce d'acronyme de hors-genre, ou alors comment lire cette calligraphie énigmatique, à moins que ce soit une sorte de gribouillage d'un mauvais genre qu'on ne peut pas catégoriser. Merci de votre attention. Merci Émilie pour ce voyage à l'intérieur de l'imaginaire pictural de Proust et aussi graphique, avec cette complexité, et puis qui prolonge ce qui a pu être dit aussi bien sur les traductions chinoises, puisque on a un petit peu le même problème pour passer d'une langue à l'autre et pour caractériser finalement, quand tu dis que Proust a besoin de passer par l'image ou par des périphrases. Là, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure à propos du chinois. Et puis, Gustave Moreau aussi donne une ouverture sur, par exemple, l'épisode où le héros aperçoit un avion pour la première fois et qui donne finalement à cette scène qui est déjà très complexe une connotation mauvais genre, en quelque sorte.